C'est bon. Alors Rémi, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour discuter de la notion de paradigme, alors que tu abordes dans ton bouquin. Ah bah je l'ai d'habitude à portée de main et je l'ai pas là. De toute façon, je pense qu'à un moment, il faudra que je touche une commission. Je passe tellement de temps à recommander ton Ah, ouvrage c'est bien, merci. que je vais demander un statut commercial. Mais je Écoute, quand je vraiment, commencerai à toucher des droits, on se fera une bonne bouffe. Ouais. Ouais, mais en pas de tout cas, problème. je le fais pas seulement par amitié, mais vraiment parce que je l'ai utilisé à plusieurs reprises et pour un séminaire doctoral, c'est quand même une grande ressource. Et dedans, tu consacres évidemment du temps et des pages à la notion de paradigme. Et avec Laurent, on s'était dit que ça serait intéressant que tu viennes nous en parler pour vraiment se concentrer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et plutôt que d'aller un peu au plus simple et à la synthèse parfois un peu caricaturale de certains ouvrages, de certains chapitres, justement, tu laisses de la place à la notion pour justement en faire quelque chose qui dépasse juste la référence rapide, le paradigme, Thomas Kuhn, une définition, même si elle varie pendant tout le bouquin, et on avance. Là, je trouve que tu avais pris le temps de vraiment déplier la notion à des fins constructives. Donc l'idée, c'était vraiment de consacrer la séance d'aujourd'hui à ça. Comme d'habitude, Laurent et moi, on rebondira, mais on laissera évidemment la parole à la salle, on a aussi l'occasion de discuter par ailleurs. Je te laisse la parole pour... Ouais. Ouais. Donc, Euh, ce que Juste je vais pour faire, c'est que... s'enregistrer, clique sur enregistrer. Ça enregistre, ça enregistre. Ok, c'est bon, impeccable. D'accord. Donc, je vais commencer, si vous voulez, par vous raconter un peu ce que j'écrirais si on était dans l'entrée du dictionnaire de la SPSG, à l'entrée paradigme, tel que je le pense aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aurait à lire? Hein. Donc, ce qu'il y aurait à lire, c'est que donc l'emploi du terme paradigme a pris une extension extrêmement large et qu'à mon sens, il faut discerner au moins quatre grands domaines de sens. Donc, il y a un premier emploi du terme paradigme en grammaire et en linguistique. Il y a un deuxième emploi qui me paraît totalement disjoint par Kuhn dans le domaine de l'épistémologie génétique des sciences, donc je reviendrai dessus, sur ces termes. Il y a un troisième emploi qui est dérivé du précédent, mais dans un sens qui est plus faible, qui est celui d'un schème de pensée utilisé pour regrouper la diversité des observations scientifiques. Donc je reviendrai là-dessus aussi. Puis un quatrième sens sur lequel je reviendrai moins, qui est un usage plutôt anarchique dans le langage courant, qui signifie mode de pensée ou mode de pratique au sens large, voilà, et qu'on utilise dans la vie quotidienne managériale avec, me semble-t-il, ce qu'on peut appeler une forme de cuistrerie. Hein, voilà. Et je dirais tout de suite que les emplois numéro 2 et 3, donc ceux qui sont vraiment intéressants pour nous, ça fait du paradigme un concept dérivé d'un concept germanique issu de la psychologie cognitive du début du XXe siècle, hein, et auquel Kuhn se réfère explicitement, qui était la Gestalt. Voilà. Voilà. Tout d'abord, on va éliminer l'emploi numéro 1 linguistique. Donc en grammaire, il y a deux sens qui se ressemblent. Donc tout d'abord, c'est l'ensemble des variantes d'un même mot dans un langage, quand ce langage a des flexions comme de la conjugaison, de la déclinaison. Hein. Donc par exemple, le paradigme du mot rosa, c'est rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis, comme dans la chanson de Brel. Hein. Et puis, il y a un terme un petit peu plus, un usage en linguistique un petit peu plus élargi qui consiste à dire que c'est l'ensemble des termes qui pourraient se substituer à un autre dans une série de signes. Par exemple, on va dire que l'adjectif belle ou l'adjectif perfide, ils appartiennent au même paradigme parce qu'on peut aussi bien dire la belle Marianne que la perfide Marianne. Voilà. Donc ça, c'est le sens linguistique.
Alors maintenant, abordons le sens épistémologique fort que Kuhn a utilisé. Donc, il n'apparaît qu'en 1962 dans son ouvrage qu'il a fait connaître qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques. Et là, Kuhn puise bien dans le nom grec paradigma qui veut dire exemple pour désigner, alors dans un premier sens, hein, une théorie maîtresse qui définit le genre de questions que la communauté scientifique juge acceptable de se poser à un moment donné de l'histoire des sciences. Donc cette notion de paradigme au sens de Kuhn, elle n'est pas vraiment dissociable d'une certaine vision de l'histoire des sciences. Et cette vision de l'histoire des sciences, elle est elle-même très particulière puisqu'elle est issue de l'observation des sciences physiques et de leur évolution au fil des siècles. Donc j'ai bien dit les sciences physiques, hein. Et donc dans cette vision de Kuhn, la science alterne des phases où la science se vit comme une science normale, c'est-à-dire qu'elle est guidée par un paradigme unique. Et puis d'autre part, il y a d'autres phases qui sont des phases de crise où plusieurs paradigmes s'affrontent. Par exemple, pendant des siècles, l'astronomie fonctionne selon un paradigme géocentrique issu de Ptolémée d'Alexandrie, dans laquelle la Terre est au centre du système des corps célestes, et puis les planètes décrivent, dont la Lune, décrivent autour de la Terre des trajectoires qu'on appelle des épicycloïdes, qui font des espèces de bouclettes autour. Et puis ensuite, à la Renaissance, apparaît une crise, donc deux paradigmes concurrents coexistent. Il y a le paradigme géocentrique qui cherche désespérément à se maintenir, et puis d'autre part le paradigme héliocentrique, dans lequel c'est le Soleil qui est au centre, et puis les planètes qui tournent autour, et la Lune, qui n'est pas tout à fait une planète, parce qu'elle tourne autour d'une autre planète qui est la Terre. Voilà. Et dans les deux schémas vont s'affronter, sachant que Copernic aura la prudence de ne publier son texte qu'à titre posthume. Et puis c'est Galilée qui va finir par remporter, si j'ose dire, le combat, grâce notamment à des textes polémiques écrits de manière très habile. Hein, voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, donc ce paradigme unique sort vainqueur de l'affrontement, et c'est le retour à une phase de science normale où pendant des siècles, on va faire de l'astronomie avec un schéma héliocentrique, des lois du mouvement qui sont celles de Galilée, et puis finalement une quantification de tout ça par Newton, mais qui reste globalement dans un même schéma. Voilà. Donc, il faut se dire que cette théorie a quand même été peu à peu affinée par divers scientifiques et philosophes, et certains considèrent que même lorsqu'on est dans une phase normale de la science, un certain nombre très limité de paradigmes peuvent coexister. Hein. Donc, par exemple, on va estimer que les questions qui se posent en permanence en paléontologie, c'est des questions de paradigme concurrence et jamais trop entre lesquels il faut choisir. Alors, pour creuser la notion, il faut prendre conscience que Kuhn écrit lors de la deuxième édition en 1969 une postface. Et là, il nous décrit le paradigme sous un angle complémentaire. Il nous dit que le paradigme, il agit comme une sorte de schéma mental inconscient. Donc ce paradigme exerce une forme d'empire sur la psychologie des scientifiques, et cet empire est d'autant plus puissant que ces scientifiques eux-mêmes n'ont pas forcément conscience d'appliquer un schéma qui écarte d'emblée un certain nombre de voies de recherche ou de théories possibles. Donc Kuhn dit, je cite, « Un savoir est tacitement enchâssé dans les exemples partagés par les membres du groupe. » Et Kuhn admet également
dans cette postface que cette fois-ci, si on le voit comme un schéma mental qui opère à un niveau, on va dire, subconscient, effectivement, cette notion de paradigme a à voir avec les concepts issus de la Gestalt-théorie, hein, des psychologues allemands. Et je dirais que il a été prolongé dans cette voie Kuhn par Edgar Morin. Hein, donc Edgar Morin, dans le tome 4 de la méthode, qui s'appelle Les idées, leur habitat, leurs mœurs, leur organisation, il va encore plus loin que Kuhn en disant c'est pas seulement une gestalt, c'est, je cite, un rétrovirus de la pensée qui la parasite, qui l'oriente à son insu dans des directions qui ne sont pas toujours bonnes. Donc ce qu'on voit, c'est que le paradigme, quelque part, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'étude de la direction dans laquelle va s'orienter une science. Et qui fait que pendant plusieurs siècles, ensuite, les questions comme les réponses seront formulées dans un certain langage et selon certains schémas. Donc c'est une épistémologie qui s'intéresse à la genèse des savoirs, ce que j'appelle une épistémologie génétique, par opposition à une épistémologie qui s'intéresse plus aux conditions de vérification, hein, comme celle de Popper, par exemple. Alors, ce paradigme, au sens fort de Kuhn, il présuppose quand même qu'existent des phases de sciences normales et des phases de sciences en crise. Et ça marche très bien avec les sciences physiques. À mon sens, Kuhn n'a fait aucune étude dans d'autres domaines du savoir qui montrerait que le concept de paradigme au sens fort et de sciences normales est également valable. Et il me semble que dans des domaines où la connaissance est plus instable, plus labile, plus réflexive, dans des domaines de savoir où les énoncés ont un fort potentiel d'autoréalisation, comme dans les sciences humaines, eh bien, rien ne dit que le stade de science normale et stabilisé puisse être atteint. Donc, rien ne dit qu'en fait, un paradigme ou deux ou trois paradigmes dominants puissent s'imposer, et surtout, rien ne dit qu'il faille les suivre. Donc, à mon sens, exiger d'un chercheur en sciences humaines qu'il choisisse un paradigme, c'est commettre une hérésie épistémologique qui consiste à décalquer les caractéristiques de la science physique sur des domaines de connaissances qui en diffèrent radicalement. Donc voilà pour le sens numéro 2, le sens fort, au sens de Kuhn de paradigme. Il me semble qu'il y a un troisième sens, qui est un sens plus faible, et qui nous offre une souplesse d'usage adaptée à des domaines de connaissances beaucoup plus étendus que la physique. Donc, dans ce sens plus faible, on pourrait, dans des sens, dans des significations, dans des domaines d'application très voisins, parler aussi bien de gestalt, de schème, de schéma mental, de vision synoptique ou Übersicht au sens de Wittgenstein. Donc à ce moment-là, ce paradigme au sens faible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désigner la manière dont notre esprit met ensemble des éléments empiriques épars pour former un schéma cohérent, puis fait ensuite entrer de nouveaux éléments empiriques dans ce schéma. Mais dans ce sens plus faible, le paradigme n'est plus cette espèce de contrainte inconsciente qui surdétermine toute la pensée. C'est plutôt une ressource intellectuelle dans laquelle on puise en toute conscience pour enrichir ses possibilités d'interpréter et d'agir sur le réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chercheur, il peut aller puiser dans une grande diversité de schémas, de gestalt, ou appelons ça un paradigme, hein, pour enrichir son répertoire d'interprétation potentielle, pour tenter diverses applications de ces schémas
et choisir ceux qui lui paraissent les plus aptes à rendre compte de son matériau empirique, mais aussi pour restituer le caractère équivoque, le caractère complexe de ce matériau. Et puis parfois pour apporter une forme de renouvellement à un champ de savoir dans lequel il inscrit ses travaux, mais sans prétendre qu'il a trouvé le nouveau paradigme par lequel tout ce champ de savoir doit passer. Alors, il y a un exemple que j'ai développé auparavant qui consiste à montrer que justement le choix de certains paradigmes au sens faible peuvent permettre de dépasser de grandes antinomies qui sont un peu des points de blocage pour un champ de savoir. Par exemple, j'avais proposé de puiser dans le riche répertoire donc de paradigmes au sens faible proposés par le philosophe Gilbert Simondon pour surmonter un certain nombre de points de blocage. Donc le premier paradigme, par exemple, le schème transindividuel pour surmonter l'antinomie de l'individuel et du collectif. Le schème de métastabilité, très utilisé par Morin aussi, pour faire face à l'antinomie entre structure d'un côté et changement de l'autre. Celui beaucoup moins connu, le paradigme d'individuation, pour penser par exemple la genèse d'un outil de gestion ou pour penser le passage du continu au discontinu. Ou encore un schème de disparition qui trouve sa source dans la vision binoculaire dans laquelle on a en fait le relief nous apparaît par deux images analogues mais décalées l'une par rapport aux autres. Donc par exemple, on pourrait dire que des outils comptables avec un actif et un passif qui ont tous les deux un regard décalé sur la même chose, c'est un schème de disparition. Donc, voilà, pour moi, dans notre domaine qu'est les sciences de gestion, le sens numéro 3, c'est le seul sens qui m'apparaît légitime quand on veut faire de la recherche. Bon, quant à l'emploi numéro 4, voilà, je dis que c'est plutôt, faut qu'on fasse un changement de paradigme dans notre stratégie. Bon, pour moi, c'est ce que j'appelle de la pédanterie managériale. Voilà. Donc, voilà un peu quel serait le contenu de l'entrée paradigme dans le dictionnaire. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, mais je pense on va essayer de déplier encore un peu. Ce que je trouve intéressant, c'est que entre une réduction de Kuhn à une réduction totalisante, c'est-à-dire on isole un détail et puis après on en fait l'alpha et l'oméga du paradigme, qui est un extrême qu'on voit régulièrement. Et le fait, alors il y a aussi des textes sur le paradigme qui disent bon, bah, on a répertorié 62, 74, 84 définitions différentes du paradigme, y compris chez Kuhn. Donc finalement, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ce que moi j'avais bien aimé dans le bouquin, c'était d'utiliser les quatre acceptions de manière progressive et constructive. Alors bon, la quatrième, tu t'en sers pour un léger tacle, mais Voilà. que personnellement j'apprécie. Donc on finit sur un carton jaune, mais pas plus parce que. Mais voilà, il y a une progression en particulier sur comment Kuhn emprunte à la linguistique et comment est-ce que en regardant le paradigme comme schème, ce que ça peut donner. Moi, j'aimerais revenir sur deux points, mais c'est aussi pour amorcer, et s'il y a des mains qui se lèvent avant que j'aborde le deuxième point, ce ne sera pas un problème. C'est la formulation, comme tu l'as dit, de la question de l'acceptabilité. Il y a le paradigme comme définissant, tu as parlé d'empire, hein, un territoire où il est acceptable de poser les questions ainsi. Et donc, en miroir, il devient inacceptable de les poser autrement, ou en tout cas pas acceptable.
j'entends ton idée de voir ça comme schème avec plus de souplesse, mais on voit bien qu'il y a quand même, dès qu'il y a des communautés humaines, a fortiori scientifiques dans notre cas, il y a des chapelles. Il y a des critères d'acceptabilité de certaines questions, de certaines références. J'entends ta critique du fait que d'appliquer le paradigme tel qu'il est entendu par Kuhn aux sciences humaines et sociales aurait quelque chose, mais ça c'est le moment où on est sur la normativité de ta position qui est dans le titre. Mais est-ce que quand même ces régimes d'acceptabilité et d'inacceptabilité, on les retrouve pas un peu systématiquement à chaque fois qu'il y a une communauté scientifique d'une manière ou d'une autre? Alors, je dirais que ça dépend de la structuration sociologique du champ et de sa maturité. Donc, ce que j'entends dire, par exemple, c'est que la sociologie, discipline institutionnalisée un peu plus en amont de la nôtre, est vraiment séparée en chapelles très antagonistes les unes vis-à-vis des autres. Donc, si on cherche un poste, il faut s'inscrire dans la chapelle des gens qui sont dans le comité de sélection, par exemple, sinon c'est mort. Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Alors qu'il me semble qu'en gestion, enfin moi je vois ça, hein, il y a des types de recherches que j'apprécie plus ou moins, mais ça ne va pas être notre critère numéro un forcément pour accepter quelqu'un sur un poste. Il me semble qu'on n'en est pas encore à ça, ce qui peut tenir à deux choses, euh, peut-être les deux à la fois. Je dirais la jeunesse relative de notre champ de recherche. Donc, on n'a pas encore eu le temps d'ossifier, de fossiliser, on va dire, des camps trop étroitement. Enfin, il me semble que voilà, même ce qu'on appelle la recherche critique a tendance à s'ossifier un peu comme une espèce de club de gens très chics qui font un peu toujours les mêmes choses. Voilà. Mais malgré tout, même malgré ça, on peut quand même encore publier un peu où on veut diverses choses. On n'est pas à se dire telle revue, telle revue, telle revue, c'est forcément comme ça, telle autre revue, c'est forcément comme ça, même si on voit bien qu'il y a quand même des tendances. Bon, on sait que si on veut publier dans une revue américaine, il y aura des façons de faire. Voilà, mais notamment, on risque d'avoir comme objection, mais votre texte ne dit rien sur les entreprises américaines, au devoir, alors que pourtant on en fait une revue alpha pour la France, ce qui est n'importe quoi. Bon. Dans le champ de l'économie, je trouve que là, on est arrivé à un niveau également très avancé de querelle de chapelle, mais je ne sais pas s'il y a vraiment un schéma directeur au sens du paradigme de Kuhn, mais on voit bien que il va y avoir d'un côté des gens, comme me semble-t-il, Cahuc, Zilberg, un truc comme ça, qui avait pu un article disant dans lequel la science économique est parvenue à un niveau de scientificité égal aux sciences physiques. Je crois que c'est deux profs à Polytechnique qui ont osé sortir ça. Puis d'un autre côté, on a Piketty qui fait des recherches historiques, qui constituent des bases de données gigantesques et qui se gaussent, on va dire, de la passion, je cite, infantile de ses collègues pour les équations, hein. Et puis, il y a eu cette tentative de scission de la section 5 du CNU en économie entre d'un côté l'économie et de l'autre l'Association française d'économie politique. Donc là, on voit que cette notion effectivement de façon de faire de la recherche relativement étanche les unes aux autres, ça existe en économie et en sociologie. Alors en gestion, il est possible que dans certaines revues, si on ne fait pas du quantitatif sur base de données, ne sont jamais acceptées. Ça, c'est possible, mais je dois dire que j'ai jamais essayé dans ces revues-là. Donc, je ne peux pas trop répondre. Voilà un peu mon idée. Puis la deuxième cause, elle serait plus profonde, celle-là. Elle consisterait à dire que notre objet de recherche, les entreprises, les organisations, il n'est pas le même aujourd'hui, tout à fait. Il y a quelques grands invariants, mais
il s'exprime sous un langage tellement différent, de manière tellement différente d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans. Il sera peut-être tellement bouleversé dans 30 ans que, bon, il est difficile d'ossifier des concepts, des univers de concepts ou des schémas de pensée autour de cet objet. Et que finalement, la science est toujours perpétuellement à se reconstruire parce qu'elle fait face à des objets qui bougent sans arrêt, hein, et qu'on contribue d'ailleurs à faire bouger parce que les théories de management, elles sont reprises par des consultants dans des livres que tout le monde lit. Enfin voilà, elles jouent énormément et les gens tendent à s'y conformer ou au contraire à réagir et à faire le contraire.